Bienvenue à tous et toutes. Nous sommes toutes très heureuses de vous retrouver parce que c'est vrai que le temps fut long. Le confinement est passé par là, le monde nous a déclaré la guerre, le virus est arrivé. Enfin bref, on a vécu quand même des moments très compliqués, parfois plus pour les uns que pour les autres. Et c'est pendant cette période en fait que le collectif 224 est né. Alors, je ne vais pas parler sans mes amis, donc je vais demander aux membres du collectif 224 de me rejoindre, à savoir Daniel, Anne, Julia, Ségolène, Laurence, Pascal. Voilà, je crois que je n'ai oublié personne, n'est-ce pas? Nous sommes 7. Voilà, alors le confinement, effectivement, a été pour nous l'occasion de se retrouver, comme beaucoup de Français, en visioconférence et à travers l'envie, en fait, de faire des choses ensemble, comme nous l'avions déjà fait par le passé, parce qu'on a quand même une histoire commune. Nous avons toutes les 7 un engagement féministe, déjà depuis quelques années, qui nous avait rassemblés. Et en fait, à l'occasion du confinement, nous nous sommes dit qu'on avait peut-être encore d'autres choses à dire, on a encore d'autres messages et d'autres combats à mener. Donc effectivement, le collectif 224, pour 22 avril, Journée de la Terre, Journée internationale de la Terre, parce que ce collectif, on le souhaite féministe et écologiste, on le souhaite indépendant, effectivement, de tout parti ou de tout mouvement. Les combats que nous souhaitons mener et les actions, elles tournent bien évidemment. Alors, on a vissé au cœur la mixité performante, la mixité dans les organisations, mais pas que. Parce qu'aujourd'hui, le combat des femmes, il est également à l'intérieur des maisons. Il faut savoir que pendant le confinement, il y a eu plus de violences faites aux femmes qu'auparavant. Elles sont tombées encore un peu plus dans la précarité. Ensuite, l'inclusion. Effectivement, il est essentiel de penser que le monde doit être partagé par tous, la justice sociale qui nous anime, et enfin, l'urgence écologique. C'est pour ça d'ailleurs que notre première conférence débat aura lieu tout à l'heure autour de ce thème, et je laisserai bien évidemment Anne l'introduire. Pour nous, le collectif 224, c'est avancer, proposer, imaginer, soutenir sur des sujets, bien évidemment, qui ont déjà été rebattus, qui sont non consensuels, mais que l'on a encore besoin, bien évidemment, de débattre, de mener, parce que rien n'est jamais acquis. Alors, le collectif, ce sera des rencontres, des travaux aussi auxquels pourront participer nos membres, on en parlera tout à l'heure, et c'est surtout la mise en avant de femmes et d'hommes et de femmes qui agissent pour une société respectueuse de la planète, respectueuse de la biodiversité, respectueuse également de l'humain et notamment de la place des femmes dans ce monde. Alors, notre claim, c'est des femmes aussi, bien évidemment, changent le monde, parce que les femmes, avec les hommes, doivent avoir leur place dans la transformation du monde. Je vous remercie vraiment beaucoup d'être venus donc, pour cette première conférence. Je vais laisser la parole à Anne pour l'introduire. D'accord. Et je remercierai après. D'accord. Donc, Marie, du coup... Ok, donc effectivement, merci Marie. C'est pendant le Covid, en fait, qu'on a fait un petit peu un trait d'union entre la question du féminisme et la question de l'écologie. La première chose qui nous a frappé pendant cette crise du Covid, c'est à quel point les femmes étaient au premier rang et à quel point, en parallèle, elles étaient invisibles dans les médias. C'est-à-dire que les femmes étaient sur le front et les hommes étaient en train de commenter, un petit peu comme un match de foot. Et donc, c'est une première chose qui nous a interrogés. Et un autre constat qu'on fait, c'est que quand on s'intéresse à la question, finalement, de l'écologie, on s'aperçoit que les femmes sont massivement engagées. Et c'est ce qui nous a amené donc à considérer la question de se dire si nous faisions un trait d'union entre la question du féminisme et celle de l'écologie, puisque le monde l'exige aujourd'hui. Et une fois qu'on a dit ça, on a commencé à s'interroger quand même. On s'est dit mais quelles sont les relations entre l'écologie et le féminisme ? Est-ce qu'il y a une évidence dans cette équation ou pas ? Et ça nous a conduit à nous interroger sur l'ensemble des mouvements et en particulier sur un concept qui est en train d'émerger, je dirais, depuis quelques années et qui, depuis la semaine dernière, est en titre de beaucoup de journaux du fait de la primaire écologiste. C'est la question de l'écoféminisme. Et je vous avouerai que cette question, on en a débattu au sein de l'équipe, on a commencé à lire sur le sujet. On s'est dit, si on est féministe et si on s'intéresse à l'écologie, est-ce qu'on est écoféministe ? Et en fait, c'est cette question qu'on souhaite partager avec vous aujourd'hui. Et pour réfléchir à cette question,
on a souhaité, à l'image en fait de ce collectif qui est un collectif mixte, puisque les adhérents ne sont pas simplement des femmes, on invite les hommes et les femmes féministes à nous rejoindre. Et donc on a choisi d'avoir un homme et une femme pour nous aider à aborder cette question. Et je pense que chacun va trancher en son âme et conscience et on n'aura pas de réponse à cette question. Mais en revanche, il nous semble que cette thématique permet vraiment de faire le lien entre les différentes thématiques qui nous intéressent quand on parle d'écologie et de féministes. Et vous verrez que ça va bien au-delà de la question de l'écologie et du féminisme. Il y a beaucoup d'enjeux dans cette question. Et donc, pour débattre de cette question, je ne sais pas si tu veux... D'accord, ok. Donc, nous allons inviter pour ça Jeanne Burgard-Goutal. Jeanne, je ne sais plus où elle est, voilà, à nous rejoindre. Donc, on a de la chance. Jeanne, qui est, pour ceux qui s'intéressent au sujet de l'écoféminisme, c'est quand même une des références aujourd'hui. C'est quelqu'un qui intervient beaucoup sur le sujet. Et figurez-vous que Jeanne habite à Marseille. Et donc, Jeanne est agrégée de philosophie. Elle a fait des recherches sur cette thématique et donc a sorti un ouvrage qui s'appelle « Être écoféministe, théorie et pratique », qui est un ouvrage qui à la fois aborde tous les enjeux philosophiques et sociaux qui sont en lien avec donc l'écoféminisme, mais également beaucoup d'exemples très concrets, puisqu'il y a eu beaucoup de rencontres, et c'est ça qui nous a plu en fait dans le profil de Jeanne, c'est que vraiment, il y a des histoires, il y a beaucoup à la fois effectivement la théorie et la pratique. Donc, et Jeanne est aussi également enseignante en philosophie au lycée Saint-Charles à Marseille. Et donc, pour répondre à Jeanne, on a choisi donc d'inviter un homme, donc Laurent Depont, qui, lui, s'intéresse au sujet des neurosciences. Alors, il faut que je prenne mes petites fiches, parce que Laurent fait beaucoup de choses. Donc, Laurent a 15 ans d'expérience sur la question de l'égalité des hommes et des femmes. Donc, c'est quelque chose qui, évidemment, nous a forcément séduit dans son parcours. Il fait partie d'un think tank qui s'appelle donc le Laboratoire de l'égalité, notamment. Il y a d'autres engagements, mais celui-là en particulier. Et donc, il est membre de l'Institut de neurocognitivisme, qui consiste en fait à partager des apports en neurosciences et dans les sciences cognitives pour finalement mieux comprendre le monde. Et j'ai bien aimé en fait le slogan en fait, c'est comment est-ce qu'on peut mieux être, mieux vivre et mieux travailler. Et donc, il participe aux travaux de l'IBPS, c'est ça, l'IPBC, je vais y arriver, de l'IPBC. Donc, il y a un panel international sur les changements de comportement pour agir sur le dérèglement climatique. Donc, vous voyez, en tant que tel, déjà dans son parcours, Laurent fait le pont entre la question du climat et la question de l'égalité. Et donc, l'idée, c'est qu'il nous apporte son éclairage autour de la question qu'on a formulée, de la façon suivante. En quoi l'urgence écologique impose de repenser les rapports entre les femmes et les hommes? Merci voilà. Anne pour cette introduction de nos intervenants et du débat. Avant de leur laisser la parole, je tiens à remercier différentes personnes. Déjà nos partenaires. Alors je souhaite remercier le CIC qui depuis le départ nous a soutenus avec la présence aujourd'hui, merci Madame Castaldi qui est directrice de l'agence CIC Jeanne d'Arc. C'est ça ? Merci. Également le GTP qui nous accueille bien évidemment aujourd'hui. Et puis une mention particulière à notre agence préférée, l'agence Commune Image, qui nous a accompagnés depuis le départ sur le contenu, sur la charte, sur tout ce que vous voyez aujourd'hui qui est graphique, digital, on le doit effectivement à l'équipe de l'agence Commune Image. Ensuite, j'aimerais remercier Jeanne et Laurent parce qu'on les a contactés bien en amont d'aujourd'hui. Ils nous ont dit oui tout de suite et merci de nous avoir fait confiance parce que le collectif était naissant et on n'était pas, je dirais, à la maturité qu'on a aujourd'hui. Et vraiment, merci beaucoup à tous les deux de votre confiance. Enfin, remercier l'équipe Chouette et compagnie qui assure toute la technique ce soir, ainsi que Monsieur Lopez qui est notre photographe pour cette soirée. Et puis, un petit remerciement particulier à toute l'équipe du collectif 224 qui s'est largement dépensée pour pouvoir vous offrir, je l'espère, une très belle soirée. Donc, je vous souhaite une bonne écoute et un très bon débat. À tout à l'heure. Là, c'est le moment où vous avez flashé le petit QR code de manière à voter. La question à laquelle vous allez répondre, par le biais de cet outil qui s'appelle Klaxoon, que vous voyez en tâche de fond, pensez-vous qu'écologie et féminisme soient un même combat? Alors pour l'instant, j'ai que 6 votants.
Ouais, il faut faire passer des petits QR codes. Ouais, après le pass sanitaire, les questions klaxoon. Oui, notre vie est une série de QR codes. Hein. Oui, oui, il y aura un QR code par question. Je ne maîtrise pas bien klaxoon encore. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Vous avez récupéré le Wi-Fi? Vous avez récupéré le QR code? Un peu de logistique? Voilà. Grâce au lien, vous allez vous retrouver sur une formidable application qui s'appelle Klaxoon, qui permet de générer des sondages en direct et bien sûr de compiler l'ensemble des résultats. Alors, est-ce qu'il y a un peu plus de votre temps? Alors, est-ce que j'avance, Anne, peut-être? Ah bah oui, là, ça nous ralentit un peu dans notre élan, hein, j'avoue. Est-ce que tu veux les tendances? Allez, donne-moi les tendances et puis du coup, oh là là. Déjà engagé. Bon, ben, je crois qu'on va pouvoir aller direct au cocktail alors. Si tout le monde est convaincu. Ben, je vous propose de continuer à voter et de... Ouais, moi je ne clôture pas le sondage, donc continue à voter. Et Anne, je te laisse commenter peut-être. Oui. En fait, pour répondre à cette question, on va donner la parole à Jeanne, en fait. Alors Jeanne, pourquoi est-ce qu'on se pose cette question aujourd'hui du rapport entre l'écologie, l'urgence écologique et le rapport entre les hommes et les femmes? Il faut que je rafraîchisse. Moi, je serais moins... 82%, ça progresse. Voilà. Il y a un peu plus de votants. Je suis assez surprise par le résultat de ce sondage parce que c'est vrai qu'il me semble que c'est un lien qui n'est pas évident, le lien entre écologie et féminisme, et que même au contraire, historiquement, le féminisme et l'écologie ont pu jouer l'un contre l'autre. Par exemple, il y a des pubs Moulinex des années 50 où on voit un slogan « Moulinex libère la femme » et une femme avec un joli tablier qui lève les bras au ciel, toute heureuse que l'électroménager et tout ce qui l'accompagne, le capitalisme, l'accès au travail salarié, le progrès technologique, la croissance, les émanciper. Donc là, par exemple, dans cette vision du féminisme des 30 glorieuses, ou ce qu'on appelle le féminisme libéral, il y a au contraire l'idée que l'émancipation des femmes peut nuire à l'environnement ou peut reposer sur un arrachement à la nature et l'usage de dispositifs technologiques pour se débarrasser de tâches domestiques ou pour régler le problème de la fécondité, etc. Donc le fait qu'aujourd'hui on associe écologie et féminisme ne va pas du tout de soi en réalité. Et pourtant c'est le postulat de l'écoféminisme, donc il y a un mouvement, alors en France on en entend parler depuis peu de temps, mais en réalité c'est un mouvement qui est né dans les années 70, et donc il y a déjà une bonne quarantaine d'années d'histoire et qui s'est articulé autour de pensées et de luttes dans différents contextes, autour de différents enjeux, et qui cherchait à chaque fois à articuler l'écologie et le féminisme justement plutôt que de les jouer l'un contre l'autre. Donc à la fois en évitant un combat féministe qui se jouerait contre l'environnement et en évitant des formes d'écologie qui reviendraient à un prétendu retour à la nature, compris de façon traditionnaliste ou patriarcale. Alors pour résumer les raisons que les écoféministes ont mises en avant pour faire des liens entre écologie et féminisme, donc il y a vraiment toute une énorme théorisation. Donc là, je vais vraiment simplifier. Il y a voilà, des centaines de livres sur le sujet et des centaines de théories pour essayer de faire le lien, mais je résumerai juste à 3 grands arguments.
Une première raison qu'utilisent les écoféministes pour faire le lien entre écologie et féminisme, c'est de dire qu'il existe des injustices environnementales entre les sexes, c'est-à-dire que les dégradations de l'environnement, elles ne pèsent pas de la même façon sur toutes les catégories sociales. Alors, on peut lire ces injustices-là selon un angle de classe sociale, en voyant que les riches profitent plus de la crise environnementale que les pauvres, ou que les pauvres subissent plus violemment les dégradations environnementales que les riches. On peut le lire aussi selon un angle racial ou selon un angle international, en montrant comment les pays du Sud en pâtissent plus et les pays du Nord en profitent plus. Et on peut le lire aussi selon un angle de genre, en montrant que les hommes et les femmes ne subissent pas les mêmes dégradations, notamment parce que les femmes sont une catégorie plus pauvre que les hommes à l'échelle mondiale. Et donc ça, c'est ce qui a amené les écoféministes à s'apercevoir que les femmes étaient les premières impactées et donc les premières mobilisées autour des enjeux environnementaux. Le deuxième point, pour faire le lien, c'est d'approfondir cette analyse en montrant que notre système, alors les écoféministes ont analysé le fonctionnement de notre système en l'appelant le capitalisme patriarcal. Donc là, je suis désolée parce que du coup, je suis obligée d'utiliser des mots qui ont soigneusement été évités dans le titre, mais c'est l'analyse écoféministe de montrer que l'économie mondiale fonctionne d'une façon qui est indissociablement capitaliste et patriarcale. C'est-à-dire qu'elle repose sur des inégalités, sur l'exploitation de certaines catégories par d'autres catégories, sur une forme de prédation du travail et des ressources de catégories sociales qui sont infériorisées et dominées. Et elles ont analysé la façon dont, justement, le capitalisme, depuis sa naissance autour du XVIIe siècle, s'est nourri d'une exploitation du travail sous-payé ou gratuit des femmes, et aussi d'autres catégories sociales. Mais voilà le deuxième angle. Et la troisième raison de faire des liens entre écologie et féminisme, c'est une raison qui est plus abstraite ou plus symbolique, c'est-à-dire qu'on trouve chez les écoféministes toute une analyse de la façon dont l'imaginaire occidental moderne a associé les femmes et la nature, et a pensé par exemple les femmes comme étant plus proches de la nature, du corps, de la sensibilité, contrairement aux hommes qui seraient plus rationnels ou plus du côté de la culture. Inversement, tout le symbolisme de la terre-mère, d'âme-nature, montre aussi cette association qu'on fait entre femmes ou féminin et nature. Et c'est pourquoi, pour les écoféministes, il y a des racines profondes qui relient d'emblée un modèle qui se tourne contre la nature et contre les femmes, ou en tout cas qui va les objectiver, les asservir, les dominer, afin de permettre l'expansion d'une catégorie supériorisée. Voilà, donc c'est un peu rapide, j'espère que c'est quand même relativement clair, mais voilà en tout cas les différentes raisons qui ont été mises en avant de faire ces liens. D'accord, donc le lien, c'est ce rapport de domination de l'homme sur la nature et sur les femmes. Moi, je ne le formulerai pas comme ça. D'accord. Ce qui est important dans l'écoféminisme, c'est, enfin en tout cas, ce que moi je trouve important, c'est justement que c'est une analyse en termes de structure. La plupart des écoféministes disent explicitement le problème, c'est pas les hommes, c'est le patriarcat. C'est-à-dire c'est un certain rapport de domination dont en fait les hommes comme les femmes, même si c'est de façon différente et peut-être à des degrés différents, mais d'une certaine façon les hommes comme les femmes sont victimes de ce système de domination patriarcale. Donc la simplification de l'écoféminisme, par exemple, qu'on a trouvé sous la plume de Ségolène Royal en disant les hommes exploitent la nature comme ils exploitent les femmes, si on résume à cette formulation-là, je trouve ça assez réducteur. Tout à fait. D'accord. Donc du coup, cette structure patriarcale, Laurent, qu'est-ce qui, à votre avis, fait qu'elle existe et qu'elle perdure en fait dans la société ? Alors moi, je vais essayer de revenir à l'histoire. Il y a très très longtemps, à la sédentarisation, à la révolution néolithique, il y a à peu près 12 000 ans. C'est là où, effectivement, les choses se sont construites. Parce qu'au départ, de ce qu'on sait, les troupes humaines avaient une sorte de pas d'harmonie, parce qu'on ne peut pas dire ça, on ne sait pas d'abord, mais il n'y avait pas de spécialisation des rôles.
même si les femmes, bien sûr, devaient rester dans la caverne ou dans la hutte pour s'occuper des petits, mais souvent elles les emportaient avec elles, et puis elles avaient une fécondité qui était moindre que ce qui s'est passé après, où il y a eu une injonction à la procréation. Quand on a commencé à se sédentariser, il fallait produire plus, il fallait avoir plus d'enfants pour produire plus. Et là, la spécialisation s'est faite dans l'occupation de la femme, le soin aux juvéniles. Les garder à la maison, les sécuriser, pendant que l'homme, lui, défendait le territoire. Et on a survalorisé ce qui assurait la survie du groupe en première instance, au-delà de la fécondité, c'est-à-dire la force, c'est-à-dire les capacités combatives. Et donc, il y a eu cette spécialisation qui s'est ancrée dans la culture, qui s'est ancrée dans les religions aussi, parce que les religions, c'est toujours croisées et multipliées. De toutes les religions, on a vu ça. Ça s'est ancré dans les lois, ça s'est ancré dans tout ça. Et il y a eu une norme sociale qui s'est créée, qui s'est imposée, et l'éducation, derrière, a suivi avec une spécialisation de l'éducation des petits garçons et des petites filles. Les petits garçons, on leur apprenait à se battre, les petites filles, bon, à s'occuper du foyer et puis de s'occuper des enfants. Et tout ça, ça repose. Alors ça, c'est la culture, bien sûr, mais ça repose sur du naturel, qui est les câblages qu'on a dans le cerveau. Alors si je fais très simple, hein, parce que je ne vais pas rentrer dans une explication du cerveau, mais on a deux modes de fonctionnement du cerveau. On a un cerveau qui est rationnel, qui est logique, qui analyse les faits, qui est nuancé, etc., qui est là, ce qui est vraiment le fruit de l'évolution, ce qui nous permet de nous adapter à la nouveauté, à la complexité. Hein. C'est ce qu'on appelle le cortex préfrontal, mais qui nous permet d'agiter notre mode, d'animer notre mode mental adaptatif, ce qui nous permet de changer, ce qui nous permet d'apprendre, faire face à la nouveauté. Mais ça, c'est dans 5% du temps, parce que c'est très consommateur d'énergie. Et puis, on a tous nos câblages de programmation. Et dans nos câblages de programmation, il y a un câblage qui est ce qu'on appelle en approche neurocognitive et comportementale la gouvernance grégaire. C'est ce câblage qui nous permet de faire société, de vivre ensemble, de savoir se décrypter les uns les autres et de savoir se comporter en société. Vous voyez, la façon dont je m'assois, la façon dont j'interagis avec mon regard, avec Jeanne, avec vous, même si la lumière est très forte. Vous voyez, tout ça, c'est embarqué dans la gouvernance grégaire. Et derrière, il y a une dimension aussi qui s'appelle la peur sociale, qui est dans l'amygdale limbique, qui est au cœur de ça, mais c'est un système. Il faut avoir en tête que c'est un système, ce n'est pas spécifiquement une zone. Et donc, cette gouvernance grégaire, elle a embarqué tous ces codes. Et il est très difficile de s'en extraire parce qu'elle elle régule tous nos positionnements. Le rapport de force, notamment, qui est très structurant dans ce qu'on évoque, les rapports entre les femmes et les hommes. Si les petits garçons sont éduqués pour se battre, être forts, etc., eh bien, ils ont beaucoup plus tendance à être dans ce qu'on appelle la dominance. Et les petites filles, on les éduque dans la sagesse, et tout ça s'est embarqué dans cette structuration du grégaire. Et le problème, c'est que le grégaire est structuré à la fin de la petite adolescence. Donc vous imaginez ce qui se passe quand les enfants étaient éduqués d'une certaine façon. Après, il est très difficile de sortir de ce système, et c'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui, et notamment Jacques Fradin, qui est un chercheur avec qui on travaille, et qui a fondé le IPBC, dont on parlait tout à l'heure, le GIECO, le GIEC des comportements pour agir sur le dérèglement climatique. Eh bien, Jacques va publier très prochainement un essai sur les jeunes des quartiers et les jeunes des favelas, pour montrer combien cette structuration est importante. Alors, le problème, pourquoi on n'en sort pas? Eh bien, parce qu'il y a deux phénomènes. Il y a déjà, les hommes sont éduqués pour être dans le groupe, dans le clan. On appartient, on a une préférence pour son propre groupe social, ça c'est clair, c'est aussi dans le grégaire, mais l'homme ne peut pas sortir du clan, sinon il n'est plus rien. Et c'est extrêmement douloureux d'être exclu d'un groupe auquel on pense appartenir. Là, ça se situe au niveau de l'insula. C'est une souffrance qui est plus douloureuse que la souffrance physique, cette souffrance morale de ne pas faire partie du clan. Regardez à l'école, quand un enfant n'est pas invité aux fêtes. Eh bien, imaginez ça pour un homme s'il est exclu du groupe. Donc, être exclu du groupe, ça veut dire se comporter différemment. Ça veut dire même s'intéresser à la nature. L'homme a été câblé pour dominer la nature. S'intéresser aux petits oiseaux, c'est suspect. Donc, ce n'est pas forcément bien vu. Donc, ça explique aussi une partie du phénomène. Donc, cette insula nous empêche de changer. Et puis, il y a aussi le striatum. Il y a Sébastien Boller qui a écrit un superbe bouquin sur le bug humain. Il parle du dérèglement climatique et de l'impossibilité de l'humanité, là, dans son ensemble, parce qu'on n'est pas câblés différemment, femmes et hommes, à agir, parce que le striatum, lui, il se concentre sur le plaisir immédiat.
les choses immédiates et pas le lointain. Et il nous donne de la dopamine pour ça, et il veut pas qu'on change. Il veut pas qu'on change, donc il veut qu'on monte en statut social, qu'on ait plus de pouvoir d'achat, qu'on ait plus de ci, plus de ça. Et il est très difficile de faire un effort pour changer du fait de ce striatum, donc on en reparlera, il faut éduquer le striatum. Mais c'est aussi pour ça que les hommes, ils ont à la fois peur de sortir du clan, parce que la peur de la dévirilisation, c'est terrible, et puis le striatum, parce qu'il faudrait faire un effort. Vous voyez, moi, venir ici, c'est pas un effort, c'est un plaisir, parce que j'ai la joie de vous voir, mais quand même, on pourrait dire que devant une assemblée très majoritairement féminine, ça implique un acte volontaire. D'accord, donc là on comprend mieux effectivement pourquoi ce système de domination patriarcale peut continuer à se perpétuer. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, Laurent, c'est qu'on s'aperçoit que finalement c'est quand même une programmation et que donc si on s'est programmé, on peut peut-être se déprogrammer. Et on abordera ça justement dans une autre partie de cet échange. Finalement, comment est-ce qu'on peut déprogrammer ce qui a été programmé. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un article que j'ai lu hier qui dit qu'ils ont regardé donc dans les tribus, en fait, ils ont trouvé des squelettes et ils ont fait des analyses. Et ils ont démontré qu'en fait, la femme préhistorique était aussi musclée que l'homme préhistorique et que vraisemblablement, elle savait aussi contrôler sa fertilité grâce aux plantes et que donc les stéréotypes qu'on a même de la femme préhistorique qui attend au coin du feu, c'est pas du tout ça. En fait, elle était aussi active que l'homme et effectivement, du coup, ça nous questionne sur ce qu'on considère comme étant naturellement la place de l'homme et naturellement la place de la femme. Et elle participait aussi au culte. Dans les cavernes, on a découvert que les mains plus petites, c'était des mains de femmes, alors qu'on pensait que c'était des mains d'adolescents, ce qui avait été dit par les premiers préhistoriens. Comme quoi le progrès va pas toujours dans le bon sens. On avait découvert aussi qu'elle participait à la chasse. Mais voilà, donc là on voit bien que finalement c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est une programmation et c'est pas forcément inscrit depuis la nuit des temps. Et justement, puisqu'on parle d'histoire, je trouve que c'est important de voir d'où on vient et pour voir aussi où on va. Jeanne, comment est-ce que, on pourrait s'inspirer de parce que finalement c'est un mouvement qui existe depuis 50 ans, l'écoféminisme. Voilà, comment est-ce qu'on pourrait s'inspirer de ce qui a déjà été fait en fait par ces femmes et ces hommes, peut-être aussi qui défendent l'écoféminisme? Tout dépend de ce à quoi on est prêt ce qu'on est prêt à changer justement, ce à quoi on est prêt à renoncer, et quel avenir on veut créer et c'est-à-dire dans l'histoire de l'écoféminisme, c'est pas du tout un courant unifié dans lequel il y aurait une seule méthode ou une seule théorie. Ça a toujours été un mouvement très diversifié, mais qui généralement a utilisé des formes de contestation très radicales. C'est un mouvement, alors là aussi je vais devoir dire des grands mots en isme, mais c'est un mouvement qui au cours de son histoire a toujours été foncièrement anticapitaliste, altermondialiste, pour un changement de système global et total. Donc ça veut dire que là justement ce qui est intéressant dans ce qui est en train de se produire, ou ce qui aurait pu se produire avec la candidature de Sandrine Rousseau, c'est de voir comment un mouvement qui s'est situé toujours non seulement dans l'opposition, mais même en marge du système électoral et du système politique, qui a reposé sur des collectifs agissant sur le terrain, à la base, pour protéger les forêts, pour lutter contre des projets d'extraction minière, pour lutter contre l'implantation de barrages, pour faire des blocus sur des bases militaires où on stockait des missiles nucléaires, ou pour lutter contre la désertification en plantant des arbres. Donc, comment ces formes d'action-là peuvent être solubles ou pas dans la société telle qu'elle fonctionne, dans le jeu politique tel qu'il fonctionne. Donc moi, je n'ai pas de recette miracle et je ne suis pas une prêcheuse. Mais voilà, si on prend au sérieux l'idée de l'écoféminisme, et donc l'idée que féminisme et écologie sont foncièrement liés ou doivent être foncièrement liés, ça amène vraiment à politiser énormément le féminisme comme l'écologie. C'est-à-dire c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est-à-dire ça interdit de se contenter de formes de féminisme qui seraient solubles dans le capitalisme écocide, et inversement, ça exclut de se contenter d'une écologie de type croissance verte, capitalisme vert, développement durable. Donc ça amène forcément, si on veut vraiment nouer écologie et justice sociale, ça suppose un changement très profond de nos modes de vie, de nos modes de consommation, de l'éducation aussi qu'on donne à nos enfants ou à nos parents
pour voir comment faire bouger les choses. Ça implique un changement de nos manières d'habiter, de nos manières de travailler, de la hiérarchie ou non qu'on instaure au sein d'une entreprise, au sein d'un État, au sein d'une école. Ça implique de changer les manières de démocratiser, d'horizontaliser nos manières de nous relier les uns aux autres. Donc voilà, c'est des changements qui en fait supposent pas seulement des petits aménagements à la marge, mais un changement total de la structure selon laquelle on se représente et on pratique notre existence. Oui, c'est un changement de paradigme, hein. On est vraiment là-dedans. Peut-être qu'on pourrait lancer la deuxième question, justement, qui aborde la question du rôle des femmes dans l'écologie. Alors ça, c'est la troisième question. Ouais, je cherche. Donc peut-être... Voilà, il y a Laurence qui passe. Pardon. Voilà, il y a deuxième... Laurence qui passe, qui va vous... On va vous inviter donc effectivement à répondre en fait sur les acteurs majeurs de l'écologie aujourd'hui. Ouais, quels sont les acteurs d'après vous aujourd'hui de l'écologie? S'il me rend la main. C'est bon? Voilà la question. Oui, donc là c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut trouver le nom de la personne ou des personnes qui pour vous représentent et puis on va continuer à progresser. Ouais, ça va créer un nuage de mots et vous avancez et je reviens vers vous. On reviendra dessus parce qu'effectivement il y a quand même une question qui se pose, c'est que aujourd'hui on a quand même le sentiment que les femmes sont très investies sur la question d'écologie. Alors je ne sais pas si c'est une réalité ou une perception, mais en tout cas les femmes s'emparent en tout cas plus du sujet de l'écologie que d'autres sujets de société. Comment est-ce que vous expliquez ça, Laurent, qu'il y ait ce décalage en fait? Alors, déjà, il y a ce que disait Jeanne tout à l'heure. Il y a une des composantes de l'écoféminisme qui attribue un sexe féminin à la Terre, Gaïa. Il y a évidemment cette mythologie qui est derrière. Donc forcément, il y a une projection. Donc on se dit, la terre-mère, la terre nourricière, regardez tout le vocabulaire, toute la sémantique qui tourne autour. On se dit forcément, c'est du féminin. Et ce que je disais aussi, c'est que l'homme, lui, il combat la nature. Il doit la conquérir, il doit la soumettre pour nourrir sa famille quand même. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Il n'est pas si méchant que ça. Mais donc déjà, il y a cette attribution-là. Regardez ce qui se passe aussi sur des choses très actuelles. J'animais un débat au laboratoire de l'égalité l'autre soir et j'ai appris que 0,98% des filles se destinaient à une carrière dans l'intelligence artificielle. Seulement 0,98. C'est-à-dire, c'est quasiment rien. L'intelligence artificielle, c'est le futur, c'est demain. Les filles, elles vont vers agro. Elles vont faire des choses qui sont beaucoup plus liées à la nature parce que ça les intéresse plus. Elles veulent plus sauver les ours blancs. Donc moi, quand je parle à des petites filles, je ne leur parle pas de ce que ça peut faire en termes de calcul, un ordinateur, mais je leur parle de comment on peut sauver les ours blancs. Ça marche. Et on sent qu'il y a un vibrato derrière, ça fonctionne. Donc il y a effectivement cette éducation qui prédispose à. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi quand même un peu le biais de confirmation d'hypothèses. Hein. On se dit, parce qu'on voit quelques figures féminines apparaître, etc., je ne parle pas seulement de Sandrine Rousseau, mais des militantes écologistes et féministes, on se dit, il n'y a plus qu'elles. Mais si on regarde très factuellement les chiffres, il y a quand même beaucoup d'hommes qui se sont engagés dans l'écologie. Et pour moi, c'est une des critiques que je fais à l'écoféminisme, c'est un peu cet essentialisme qui dit c'est la femme qui défend la nature, pour les raisons qu'on a évoquées. Moi, je pense que c'est pas ça. Ce dont on se rend compte, en fait, c'est dans les câblages humains, ce que j'évoquais tout à l'heure sur le grégaire, c'est qu'il y a des individus qui sont je dirais, bien câblé, avec mon prisme à moi, qui est le respect de la nature, le respect des autres, le partage, etc., et d'autres qui sont mal câblés. Mais ce n'est pas du tout une question de sexe. Sauf que, comme les filles ont été plus éduquées d'une certaine façon, eh bien, en termes de proportion, alors j'ai eu les résultats d'une étude ce matin qu'on a menée, les hommes sont nettement plus dominants que les femmes en proportion. Mais ça ne veut pas dire que les femmes ne puissent pas l'être. Donc ça explique aussi ce biais de confirmation d'hypothèse qui est, les femmes sont plus orientées nature, donc on en voit plus.
Donc là, on revient sur la notion effectivement de programmation et on aborde aussi la question de la nuance, hein, c'est-à-dire le patriarcat, c'est pas forcément les hommes, c'est voilà, c'est peut-être plus facilement les hommes du fait de leur programmation, mais les femmes aussi peuvent être dans ce fonctionnement, dans ce système. C'est intéressant que vous disiez, parce que ça, c'est une question qu'on s'est rapidement posée sur le collectif 224, c'est est-ce qu'on allait accueillir les hommes ou pas? Et en fait, on s'est dit qu'on ne pouvait pas ne pas accueillir les hommes, d'abord parce que d'abord personnellement, ça nous semblait pas, voilà, faire nous-mêmes discrimination alors qu'on accuse les autres de faire discrimination, ça nous semblait pas juste. Puis après, dans un souci très pragmatique, on n'y arrivera pas sans eux, hein, donc c'est vrai que c'est important cette nuance. Est-ce qu'on a progressé sur la question ou pas de quels sont les acteurs majeurs? Parce qu'on va voir si finalement il y a eu plus. On a plus pensé à des femmes qu'à des hommes. C'était un peu ça l'idée. Et alors en attendant, moi je vais vous dire une nouvelle qui m'a réjouie. En fin août, je suis allée animer dans un grand groupe industriel avec beaucoup d'ingénieurs un atelier sur l'influence, sur l'impact et l'influence. Et donc la question qui leur a été posée, c'est qui représente pour vous aujourd'hui l'influence? Donc c'est un groupe industriel, il y avait 80% d'hommes. Et donc il y a un nuage de mots qui est apparu, donc ils étaient une soixantaine. La première personne qui est apparue, c'est Michel Jancovici. Et la personne qui a gagné ce match, entre guillemets, c'est Greta Thunberg. Et alors j'avoue que moi, ça m'a fait mon été quand même, hein. J'avais passé un été un peu difficile et quand j'ai vu que le nom de Greta s'est affiché, qu'elle est arrivée en premier, que j'ai vu que dans ce secteur, ils ont mis l'écologie en premier, en deuxième, ils ont mis des choses autour de la technique et en troisième, des choses autour de la justice sociale et de la paix, je me suis dit que le monde était quand même en train de changer et que quand Greta Thunberg est apparue, il n'y a eu personne pour se scandaliser, quoi. Donc je pense qu'on peut être plein d'espoir sur le leadership féminin et puis surtout sur le changement du monde, quoi. Parce que si des ingénieurs sont capables de penser que Greta Thunberg, c'est une personne d'influence, tous les espoirs sont permis. Bon, je ne vous cache pas qu'il y avait aussi Elon Musk, hein, mais bon, personne n'est parfait. Est-ce qu'on a nos réponses ou pas encore? Bon, mais c'est... Tu reviens vers nous quand tu as trouvé la réponse? Non, mais normalement, c'est ce nuage de mots-là. Ah. Il y a 21 idées. Est-ce que c'est suffisamment gros pour que tu vois? Ben là, en fait, on voit pas on voit pas les acteurs majeurs. Oui, il y a les jeunes, effectivement. Il y a la question des jeunes, les scientifiques, les ONG. D'accord. OK. Donc on n'a pas des personnes, on a plus des collectifs. C'est intéressant aussi parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a plus tendance à penser à des groupes de personnes qu'à une personne en particulier. Donc c'est vraiment intéressant de voir jeunes au singulier, jeunes au pluriel, des scientifiques, une jeune génération, oui. Des ONG, des agriculteurs, jeunes. Il y a Greta Thunberg. Elle y est. Des éducateurs, des entreprises, des associations, des personnes visionnaires, des sportifs, des réseaux. Et il y a 224 qui se promènent. Comme c'est étrange. Ok, bah c'est bien parce qu'on voit que finalement, il y a plein d'angles d'approche possibles pour défendre Tu es surprise? Tu t'attendais plus à quelque chose sur homme-femme? Oui, je m'attendais plus effectivement à ce qu'en tout cas qu'on voit apparaître des noms de personnes. Et à part Greta, finalement, c'est montré à quel point quand même aujourd'hui, elle boycotte complètement le champ. Et justement, on va peut-être en parler. Peut-être, voilà, on a évoqué lors de nos échanges, Laurent, ce que ça fait en fait d'avoir Greta Thunberg comme figure de proue. Mais justement, c'est quoi la place respective finalement des hommes et des femmes dans le combat pour l'écologie? Est-ce qu'il y a une place spécifique? Alors, en tout cas, l'accusation d'essentialisme, selon laquelle l'écoféminisme dirait que l'écologie est une affaire de femmes, c'est pas du tout ce que dit l'écoféminisme. En fait, un des constats factuellement, c'est qu'effectivement, l'histoire de l'écologie a souvent été écrite en mettant en avant des penseurs masculins, même si effectivement aujourd'hui ça change, et c'est
une manière de réécrire cette histoire en disant attention, en fait, historiquement et géographiquement, il y a eu aussi beaucoup de collectifs de femmes qui se sont impliquées dans les questions environnementales. Donc, une des réponses que les écoféministes apporteraient à cette question du rôle respectif des hommes et des femmes, je crois que c'est de dire qu'il ne s'agit justement pas de cliver ou de penser qu'il y aurait naturellement un rôle des femmes et un rôle des hommes dans la transition écologique, et que justement le fait de mettre en avant des figures féminines du genre Greta Thunberg peut être un piège. Déjà en 1975, une théologienne écoféministe qui s'appelle Rosemary Radford-Rutter écrit que si on analyse la crise écologique et les solutions potentielles en mettant en avant les femmes comme sauveuses de la planète, fait de la planète comme elles ont pu être fait du logis, c'était une arnaque en fait. Et on voit qu'avec tout le thème de la charge mentale écologique, qui est un thème assez répandu dans les médias en ce moment, c'est assez souvent ce qui se passe, c'est-à-dire une sorte de romantisation de la femme proche de la nature qui aurait pour mission de sauver la planète. Et évidemment, c'est un fardeau qui est un piège, d'autant plus que de fait, dans les rapports de pouvoir, dans les postes de responsabilité en politique, en économie, etc., ce n'est pas les femmes qui ont les moyens d'impulser des politiques ou des stratégies d'entreprise qui réellement changeraient les choses. Donc romantiser une figure féminine sans donner les moyens aux femmes de changer les choses, tout en disant que c'est leur responsabilité, voilà, c'est typiquement ce sac de nœuds que l'écoféminisme rejette en disant quelque chose qui est une évidence, mais qui est que la question écologique est une question qui concerne tout le monde, et que précisément un des enjeux de la critique du patriarcat, c'est de dire dans la socialisation des hommes, et c'est ce que tu soulignais, et des garçons, il y a parfois une incitation à articuler la virilité autour de la grosse voiture, la dominance, la consommation de viande, etc. Donc ça serait plutôt de voir comment, alors féminiser, j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas comment réorienter, dépatriarcaliser les pratiques des hommes et plus largement, en fait, puisque c'est une question de structure, les pratiques des entreprises, les pratiques des écoles, les pratiques des institutions, les pratiques des États, des armées, des multinationales, afin de y introduire plus de vertus liées au prendre soin, au partage, à l'équité, à la justice. Moi, je rejoins tout à fait Jeanne sur cette histoire de la visibilité, parce que on se dit une fois qu'on a une femme emblématique, bon ça y est, c'est bon. Et puis les hommes ne font plus d'efforts, mais il faut absolument que les femmes et les hommes travaillent de concert pour changer les métriques du bonheur. C'est ce que je passe mon temps à répéter, de dire qu'est-ce que c'est que le bonheur? Est-ce que c'est pas notre finalité, c'est d'être heureux, d'éduquer nos enfants pour qu'ils soient heureux? Et la grosse voiture, c'est une aberration. Qu'est-ce que ça m'apporte de plus? C'est encore le striatum qui parle, c'est la question du statut social. Donc il faut essayer de repenser ça, il faut essayer de repenser la communication. Moi, ce qui m'effraie, c'est quand je regarde la publicité. Enfin, c'est une incitation à la consommation. La fast fashion, regardez ce qu'on fait avec la fast fashion. C'est quand même ce qui pollue le plus au monde. Et c'est absurde. Quel plaisir on a d'avoir tous les jours des fringues neuves. Moi, j'aime bien être bien habillé, mais depuis un an, je m'achète plus de fringues parce que je considère que ça n'a pas d'intérêt et ça ne m'apporte rien. Et c'est un chemin parce que c'était pas naturel chez moi. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à faire passer ce genre de message. Et ça, les femmes et les hommes sont responsables de l'éducation des enfants. Je pense que les hommes se sont trop longtemps dédouanés de l'éducation des enfants. C'était confié aux femmes, c'était le soin, c'était le care, etc. Et aujourd'hui, il faut qu'eux soient à bord aussi. Et il faut surtout, et c'est le message que j'essaie de faire passer quand j'interviens, il ne faut pas que les hommes se sentent exclus. Donc il ne faut pas utiliser un vocabulaire qui les exclut, c'est toujours leur insula qui pourrait se réveiller, parce que sinon, consciemment et inconsciemment, ils vont avoir des stratégies de refus et ils vont bloquer la transformation du système. Alors que là, les échéances écologiques, elles sont vraiment très rapidement devant nous. Donc c'est ce qu'on essaie de faire côté GECO IPBC avec les nudges pour essayer de faire en sorte que ce ne soit pas douloureux
de changer, de se transformer. Mais dans un couple, dans une société, il faut que les deux composantes soient toutes les deux mobilisées, parce que sinon s'il n'y en a qu'une qui tire dans un sens et que l'autre se laisse traîner, bon, ça ne marchera pas. Et puis je crois qu'il faut vraiment que les hommes acceptent de faire un pas de côté. Je me souviens, on était quelques-uns à avoir commis il y a quelques années un ouvrage sur mixité quand les hommes s'engagent. Et le point de vue qu'on défendait, c'était de dire il faut que les hommes comprennent que la finalité, c'est de s'épanouir. Et ils ont un intérêt à la mixité. Et l'intérêt à la mixité, c'est déjà diminuer la sinistralité qui les affecte. Hein, parce que les hommes meurent beaucoup plus tôt, enfin, ont tout un tas de problèmes de santé, etc. Et ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux parce que c'est une charge mentale dont on ne parle pas. Parfois, je choque les féministes quand je dis que les hommes ont une énorme charge mentale. On souffre un peu du complexe d'Atlas. On doit être les breadwinners, on doit être toujours dans la conquête des postes dans les entreprises, etc. Et tout ça, ça épuise. Et regardez simplement un indicateur de l'ONU. Il y a une étude très intéressante qui a été menée par l'ONU. C'est la corrélation extrêmement forte entre le degré d'égalité des pays et le différentiel de mortalité entre femmes et hommes. Quand l'égalité est la plus proche de la perfection, si ça existait, eh bien, il n'y a pas de différentiel de mortalité entre femmes et hommes. Les hommes ne prennent pas de risques, ils se soignent mieux, etc. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut répéter, répéter, répéter pour les hommes. Je crois qu'on va tous rentrer chez nous et on va expliquer ça à nos conjoints. À quel point voilà, ça peut nous aider à gagner en qualité et en durée de vie. En sécurité aussi. Moi, je me souviens d'avoir un monsieur sur un chantier qui me dit dès qu'il y a une femme dans le chantier, on a moins d'accidents, ça se passe mieux, il y a plus de respect, on est à moins de débordements, on se régule. Donc ça m'avait frappé, un gars dans les plaques de plâtre. Voilà, petit témoignage express, c'est à toi. Et donc, on est en train de parler là justement de comment on va changer les choses. Et moi, je trouverais intéressant d'avoir votre point de vue, Jeanne, en tant qu'enseignante. Donc, vous avez ces jeunes, ces fameux qui sont cités comme ceux qui vont nous aider à faire la bascule. Alors, est-ce que vous voyez des évolutions à la fois sur la question du rapport de domination, peut-être des petits garçons sur les petites filles, ou en tout cas des jeunes ados sur leur père, et sur la question aussi de l'engagement écologique. Donc, est-ce que ça bouge du côté des jeunes ? Moi, ce que j'observe dans mon quotidien de prof de philo, c'est qu'il y a quand même une grande différence entre ces deux questions. Et aussi à Marseille, en fait, comme il y a une grande diversité sociale, je vois aussi que d'une classe à une autre, c'est pas non plus les mêmes représentations et les mêmes enjeux qui se jouent. Mais de façon générale, j'ai l'impression que les jeunes que je côtoie sont à la fois sensibilisés à ces questions et à la fois pas forcément prêts, mais comme les adultes d'ailleurs, à mettre en cohérence la théorie et la pratique. Et ça se voit encore plus sur les enjeux écologistes que sur les enjeux féministes. Par exemple, en ce qui concerne les enjeux féministes, par rapport à mon début de carrière, où féminisme, c'était vraiment un mot complètement ringard, les jeunes filles n'en parlaient pas du tout. Là, depuis quelques années, c'est très différent. Les filles, dans les classes que j'ai, souvent, elles connaissent les thèmes féministes, elles écoutent des podcasts féministes. Cette année, alors j'ai même une classe d'art appliqué, un tiers des élèves veulent changer de prénom, de genre. Enfin là, c'est une évolution qui est vraiment spectaculaire et assez étonnante. Et en même temps, je vois que dans les mêmes classes, en fait, sur ces questions-là, les garçons, ils sont un peu largués. Enfin, ils ne comprennent pas très bien ce qui se passe. Eux-mêmes, ils n'écoutent pas trop ces podcasts-là. Donc, je pense qu'il y a vraiment des univers mentaux et affectifs assez différents entre les garçons et les filles. Mais chez les filles, je sens un désir que ça bouge. En revanche, sur les enjeux écolos, malgré effectivement une représentation des jeunes dans les marches pour le climat et le fait que sur le papier c'est un thème qui mobilise les ados. Par exemple, moi j'ai pas de smartphone, j'ai un vieux portable et mes élèves ils sont tous morts de rire à chaque fois qu'ils voient mon portable. Et pour moi c'est j'ai jamais eu de désir de smartphone, donc c'est pas un sacrifice que je fais, mais c'est aussi un acte pédagogique.
pour leur montrer en pratique que quand on dit mais c'est pas possible, on n'a pas le choix, c'est une évolution naturelle, qu'en fait c'est pas vrai. On peut faire des choix de la même façon. Ça fait 10 ans que je m'achète pas d'habits neufs, que dans les pratiques de consommation, il y a plein de choses qui sont possibles et qui sont faciles à faire en fait et qui dégagent du temps pour faire plein d'autres choses. Mais là, je vois que là, pour le coup, les élèves, ils ont plus de mal. Quand ils comprennent que peut-être ça suppose de renoncer à un certain niveau de consommation, renoncer à regarder plein de vidéos en streaming, puisque Internet, si Internet était un État, ça c'est le 3e plus gros pollueur du monde. Donc en fait, l'usage d'Internet, il est très destructeur en termes environnementaux. Que ça supposerait peut-être de renoncer à certains voyages, etc. Là, en fait, mais voilà, c'est comme dans le monde des adultes, en fait, il n'y a pas de miracle chez les ados, d'autant qu'ils sont quand même encore nourris dans la même image de la réussite et du progrès. Par exemple, sur la question technologique, à la fois, on leur tient des discours dans les programmes sur le développement durable, etc., et à la fois, on numérise tout, ils sont équipés de tablettes numériques connectées au Wi-Fi. Les copies du bac sont numérisées. Enfin, on va vraiment vers... il y a vraiment encore complètement ce fantasme que le progrès, c'est la technologie, que la réussite sociale, c'est de faire une belle carrière dans une entreprise, quitte à ce qu'elle soit complètement prédatrice de ressources. Et donc, tant qu'en fait, on ne met pas en cohérence l'éducation vraiment en pratique et nos images de l'avenir, nos images de la réussite, les jeunes continueront à avoir un discours de surface sans qu'il y ait de changement en acte. Oui, donc on voit qu'il y a quand même encore beaucoup de travail. Justement, Laurent, puisque vous travaillez sur cette question des changements de comportement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on a entendu l'éducation, mais au-delà de ça, c'est quoi les choses concrètes? L'éducation, c'est fondamental. Il faut commencer le plus jeune possible à leur faire toucher du doigt l'environnement. C'est vraiment les emmener au contact de la nature, parce que là, ils se nouent une affection avec les animaux, notamment. Ça aide beaucoup, parce qu'on crée des liens affectifs avec les animaux quand on va les voir dans la nature, quand on comprend que les arbres sont vivants. Déjà, quand on explique aux enfants que les arbres sont vivants, qu'ils souffrent, qu'ils communiquent entre eux, et qu'on leur dit c'est pas simplement des objets que vous pouvez détruire facilement. Là, on crée un début de sensibilisation et il faut le poursuivre, bien sûr. Alors après, il y a le problème de l'adolescence, où là, il y a l'effet clan. On veut avoir comme les autres les mêmes fringues, les mêmes objets, etc. Donc ça, c'est toujours un petit peu difficile de lutter à ce moment-là. Mais en fait, ce qui fonctionne pour un changement de comportement, quand on est plus à l'âge adulte, parce que la construction adolescente est compliquée, c'est les nudges. Nous, on met en place des nudges pour essayer d'aider les adultes à adopter des comportements plus vertueux. Alors le nudge, c'est le petit coup de pouce. C'est la traduction en français, simplifiée, et c'est ce qui permet la mise en action. Parce qu'en fait, pour changer durablement de comportement, il faut 3 bascules. Il faut une bascule cognitive, je comprends, j'adhère à l'idée, ok, c'est clair, les chiffres du réchauffement climatique sont là, bon, il va faire trop chaud dans quelques années, ok, ça j'ai compris, j'adhère de façon cognitive. Ça c'est facile, avec de bons arguments, on y arrive facilement. Deuxième bascule, c'est la bascule émotionnelle. Ok. J'accepte de renoncer. Je fais des renoncements, je renonce à avoir un smartphone, je renonce à m'acheter des vêtements neufs, etc. Bon, j'accepte de faire un effort, je prends conscience qu'il faut que j'en fasse un et j'accepte de le faire. Mais le plus dur, c'est la mise en action. Et là, on utilise les nudges. Et les nudges, en fait, ça détourne les biais cognitifs que nous avons toutes et tous. Ces biais cognitifs qui sont issus de notre évolution humaine, qui étaient nécessaires pour la survie de l'humanité. Il y en a 380 qui ont été théorisés, c'est énorme. Il y a l'aversion à la perte, il y a même le fait d'appartenir à un clan, etc. On les détourne pour nous faire aller vers des comportements vertueux. Alors, je fais toujours rire tout le monde quand je donne des exemples de nudge. Le plus connu, c'est celui de la mouche dans l'urinoir. Ça fait rire. Mais oui, mais c'était pour limiter les coups de nettoyage, parce que les hommes, là, on a utilisé le biais ludique, les hommes visent la mouche, et donc,
il y a moins de nettoyage à faire autour. Ça, c'est un exemple. Ça utilise un biais instinctif. Hein. C'est l'instinct, là. Hein. Mais il y en a qui sont plus évolués, ce qui est plus du ressort de l'émotionnel. Par exemple, en Allemagne, ils ont fait des tests pour créer des biais. Vous avez une sorte de petite guérite sur les places et on vous dit mettez 2 € et vous aurez un superbe t-shirt en coton bio à condition de regarder une vidéo jusqu'au bout qui vous explique comment ces t-shirts sont produits. Alors, en gros, c'est par des enfants manchots dans des caves, ils sont frappés, affamés, etc. Enfin bref, c'est terrible. Et à la fin, on vous dit, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez les 2 € pour l'association qui aide ces enfants ou vous voulez le t-shirt quand même? Et là, évidemment, il y a une conscientisation. Là, on utilise le ressort de l'émotionnel. Il y en a plein. Alors nous, en ce moment, on est en train de travailler sur les nudges pour essayer de faire en sorte que les Parisiens ne nourrissent plus les pigeons pour qu'il y ait moins de rats à Paris. Mais il y en a plein. Et il y en a des très simples aussi. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans certaines entreprises où on met des pas musicaux pour que les gens prennent les escaliers et fassent du sport plutôt que de prendre les escalators ou les ascenseurs. Enfin bref, tout ça, on utilise toutes nos programmations dans un but positif, c'est un nudge, et si c'est dans un but négatif, c'est un sludge. Ah, c'est intéressant de voir la nuance. En tout cas, on fait de l'aïkido, quoi. On utilise la force de notre cerveau pour le faire changer. Ok. On va terminer sur une dernière question, parce que le temps passe. Hein, donc cette dernière question, on va vous la poser à tous, mais je vais aussi la poser effectivement à Jeanne et à Laurent. Alors, est-ce que vous êtes optimiste, hein, Laurent et Jeanne, sur notre capacité? On voit bien qu'il y a un changement de paradigme, donc ce n'est pas un petit chantier. Est-ce que vous êtes optimiste sur notre capacité à mener cette bascule? Pas particulièrement, parce que c'est vrai, tous ces nudges sont très astucieux. J'aimerais bien en connaître plus. Mais en même temps, c'est vrai qu'on voit que c'est une lutte perpétuelle. À la fois contre des tendances inscrites dans le cerveau et contre toute une construction culturelle qui est très très forte. Et on voit effectivement, en fait, quotidiennement, quand on commence à être sensibilisé aux thèses écoféministes, même si on n'y adhère pas, moi j'ai une certaine distance par rapport à ces théories, mais une fois qu'on a chaussé les lunettes écoféministes, on s'aperçoit à quel point, en fait, au quotidien, tout va contre la possibilité de ce changement. La moindre publicité, le moindre changement avec une invasion des écrans partout, le moindre, par exemple, je sais pas, là, sur Netflix, il y a un film qui s'appelle Alpha, et ça représente la préhistoire, effectivement, avec toute une morale ultra-capitaliste, où c'est le chef le plus fort qui doit conduire sa meute et dominer, etc. Donc, tant qu'en fait, dans le quotidien, dans la culture populaire, dans les médias, ce sont plutôt des tendances allant vers le goût de la domination, le goût de l'enrichissement qui sont mis en avant, c'est vrai que c'est difficile d'être optimiste. Et en même temps, on voit effectivement qu'il y a aussi à la fois une lame de fond et des évolutions très spectaculaires, beaucoup de désirs de changement et beaucoup d'initiatives qui sont de plus en plus mises en réseau, qui font que cette expérimentation en elle-même, en fait, quel que soit son résultat, il me semble que c'est enthousiasmant en fait, d'observer ces changements-là qui auraient été inimaginables il y a 10 ans. Donc, cette créativité, c'est une source d'inspiration et d'enthousiasme pour vous. Et vous, Laurent? Oui, moi je pense comme Jeanne qu'il y a un momentum, il y a des choses qui se passent. Regardez la pandémie, ce que ça a changé. Ça a changé le regard sur plein de choses, sur les déplacements notamment, avec le télétravail. On s'est rendu compte et on a aujourd'hui à peu près 30% des gens qui se disent finalement je suis mieux en télétravail. Donc plus besoin de construire des tas de réseaux autoroutiers pour aller au travail en voiture. Donc il y a plein de choses qui pourraient changer. Et je pense qu'il y a un petit truc qui pourrait bien se passer, mais ce qui me soucie beaucoup, moi je regarde ça avec mes lunettes à moi, c'est ce qu'on appelle le positionnement grégaire, la dominance, parce que en fait, tous les critères de sélection des décideurs en fait, reposent sur ce système. Donc les politiques, les chefs d'entreprise, les responsables syndicaux, etc. Ce système qui est, moi je n'appelle pas ça le patriarcat, mais c'est le système du grégaire. Et donc le pouvoir, le rapport de force
en permanence. Et c'est ça qu'il faut absolument qu'on change, et c'est ça ce sur quoi on doit travailler pour agir contre le dérèglement climatique. C'est ce qu'on essaie de faire dans le cadre d'IPBC. C'est pas seulement les nudges qui sont gentils, qui font changer les individus, mais là on est en train d'essayer d'exploser les structures parce que c'est le vrai combat. Si on n'a pas la capacité de changer de type de gouvernant, on n'y arrivera pas. Il faut trouver des processus différents de sélection des gouvernants. Il faut faire évoluer ces systèmes. Regardez, moi je l'ai vu en entreprise, les critères de sélection des dirigeants. Moi je participais au comité carrière d'un très grand groupe en tant que dirigeant moi-même. Et quand je vois les critères, je me dis mais c'est pas possible. On allait dans le mur. Et on va dans le mur parce qu'on ne pense pas à la finalité. Qu'est-ce que c'est que la finalité? Je reviens toujours à ça. Pour les individus, c'est quand même pour moi le bonheur. Et pour une organisation, c'est d'assurer comment dirais-je, c'est la durabilité, c'est le bien-être des salariés et effectivement une rétribution de l'actionnaire. Mais pour moi, il doit y avoir un équilibre qui se fait, qui n'existe pas. D'où l'intérêt de la mixité performante, puisque justement les femmes peuvent quand même naturellement davantage porter ce discours de l'intérêt général et de la nécessité. Donc ça, pour moi, ça ramène à la même chose. Alors on voit que tout le monde est assez raisonnablement optimiste. Voilà, on va dire on peut mieux faire, mais c'est pas mal. Ok. Merci à tous les deux. En fait, on n'a pas répondu, nous, personnellement, chacune d'entre nous. On s'est dit que la question de est-ce qu'on se sentait écoféministe ou pas, c'était vraiment une question que chacun devait se poser. Voilà, c'est une question intime, finalement. Et en revanche, je crois que nous, ce débat-là qu'on vient d'avoir, ça a beaucoup légitimé le fait qu'on ne s'intéresse pas seulement à la question du féminin, mais qu'aujourd'hui, le monde nous appelle à nous poser des questions sur la justice sociale, sur plein d'autres sujets. Et ça c'est ce qui fait lien, en fait, dans notre association écologiste et féministe, c'est qu'on s'aperçoit que tout est vraiment intriqué et que cette question du changement de paradigme, je crois qu'elle est au cœur de notre engagement au collectif 224. Donc merci, on en retient en tout cas qu'il va falloir se retrousser les manches. Ça, c'est clair. Au niveau timing, on peut prendre un mot si vous avez une idée à rajouter avant qu'on prenne les questions-réponses et voilà. On passe avec le micro dans la salle et n'hésitez pas, on a prévu une séance assez longue, on a la chance d'avoir 2 intervenants exceptionnels, donc je vais circuler avec le micro. Est-ce que vous voulez conclure, donner un mot de la fin ? Est-ce que vous avez un mot de la fin avant qu'on passe aux questions ? Non, pas plus que ça. Ils attendent les questions, ils sont bien. Allez, c'est parti. On a beaucoup parlé, c'est plus à notre tour, on veut bien répondre. Oui, ça marche. C'était qu'on favorise les échanges, bien entendu. Qui se lance, qui ose... Ça peut être aussi, pas seulement une question, ça peut être un commentaire sur ce que vous avez entendu. Par exemple, qu'est-ce qui vous a étonné? Avec quoi vous repartirez? Ça nous intéresse autant qu'une question. Si ça peut simplifier le... Oh là, je sens que ça va être compliqué. Pas de questions, c'est dommage. Parfait. Bonsoir Jérôme. Tu te lèves, tu dis qui. Ah oui. Bah oui, pour se filmer, c'est... Jérôme, vous évoquez le fait de changer les gouvernants. Comment faire? Changer la gouvernance, le système de sélection des gouvernants. Parce que regardez ce que doit faire un gouvernant. Il est forcément dans le court-termisme. Il a besoin d'être élu, il a besoin de satisfaire un électorat, des clans qui l'ont élu. Et ça, c'est un système qui peut être pervers. Donc ça veut dire qu'il faut essayer de trouver d'autres façons. Je n'ai pas la solution, d'autres façons de sélectionner les gens qu'on veut proposer pour des fonctions de représentation de la nation, du peuple, appelons ça comme on veut. Parce que sinon, ils vont être systématiquement dans ce système de dominance, de rapport de force. Et il faut aujourd'hui faire émerger d'autres types de personnalités, peut-être repenser la démocratie. Je n'ai certainement pas la réponse, mais je sais que si on continue comme on l'a commencé depuis que la démocratie existe, on va dans le mur. Parce que les gens qui sont élus sont souvent des gens qui nous emmènent dans le mur. Si je peux compléter, justement, par exemple, dans l'histoire de l'écoféminisme, un moment qui a été un moment important, ça a été le moment où, enfin, une femme devient première ministre d'un grand pays européen, et c'est Margaret Thatcher.
Donc là, ça a été vraiment la prise de conscience que ce n'est pas une question de sexe et que ce n'est pas une question de personne ou d'individu, mais de structure. Et que si la structure ne change pas, peu importe que ce soit des hommes ou des femmes qui accèdent au haut de la pyramide et aux postes de direction, si le fonctionnement politique, économique, institutionnel, entrepreneurial reste le même, c'est la structure elle-même en fait, et non pas le sexe des personnes qui occupent les postes de dirigeants qui pose problème. Et ce qui est délicat, c'est que là aussi, bon, pour faire le lien avec mon métier de prof, en fait, dès l'école, on éduque les enfants dans ce schéma pyramidal. On les met en concurrence individuellement. Quasiment tous les travaux notés, c'est du travail individuel. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs du travail de groupe, mais généralement, on ne le prend pas vraiment au sérieux. Dans le groupe, il y en a toujours un qui fait rien et un qui fait tout. On a l'impression que quand même, le vrai travail, c'est le travail individuel. Il faut avoir des bonnes notes. Les élèves comparent entre eux leurs notes. Et donc, en fait, ce système pyramidal où on est censé être hiérarchisé, accéder en haut, écraser les autres, c'est dès l'école que ça se crée. Ce qui fait qu'effectivement, c'est délicat avec cette question de comment on réorganise d'une façon qui soit moins pyramidale et plus démocratique, plus circulaire, plus horizontale. C'est ça une des questions centrales. Notamment parce que, pour clarifier le lien avec l'écologie, il y a des modélisations mathématiques qui ont été faites et qui démontrent clairement qu'il y a un lien direct entre la structure et le degré d'inégalité existant dans une société et la pression qu'elle exerce sur les ressources. Et que les sociétés qui fonctionnent de façon égalitaire, en fait, peuvent exercer moins de pression. C'est pas que les gens sont plus gentils, mais c'est que du fait de cette structure-là, en fait, et du fait que donc il y ait moins de rapports d'exploitation, moins d'accumulation de richesses, moins d'accumulation d'un capital qui va permettre de réinvestir, etc. En fait, la pression sur les ressources est moindre, et donc une société plus égalitaire et plus écologiste. Donc, si on reste dans un modèle de société qui est fondé, au contraire, sur ce système de prédation et d'exploitation, en fait, ces inégalités humaines, elles rejaillissent sur l'environnement. C'est pour ça que c'est vraiment... Et qu'effectivement, on ne peut pas, là, en quelques minutes, avoir une solution, mais c'est un changement culturel très profond, là aussi, de nos représentations et de nos pratiques à tous les échelons de la société. Merci beaucoup pour cette question. Un commentaire, et puis ça peut... Je suis d'un relatif optimisme tout de même sur deux points, qui sont des points que j'ai pu relever. Il y en a un qui est la force de la coopération, et je constate que dans l'exercice de mon métier, je suis avocate, ou dans l'exercice de mes clients, dans les entreprises, il y a un vrai système qui se met en place de travail collaboratif. Ça, c'est une réalité. Elle se met en place, en tout cas, nous, on le fait. Et moi, je ne savais pas ce que c'était que le travail collaboratif. C'est ce que vous dites, je ne l'ai jamais appris. Je ne sais pas comment on fait. Mais les jeunes, ils sont beaucoup plus sensibles, ils y arrivent mieux. Et je vais vous dire, et ça va faire plaisir à Laurent, on a investi dans un logiciel extrêmement performant qui, de toute façon, ne nous laisse pas le choix et nous invite, nous contraint à nous mettre dans un travail collaboratif et en équipe. Alors, on a trouvé ça absolument extraordinaire. Et les jeunes collaborateurs, ils sont fans de ça, tout à fait fans de ça. Et nous, on s'y est mis. Donc, c'est tout à fait le constructeur du logiciel qui nous contraint à faire ce travail collaboratif. Voilà, c'était ce témoignage-là. C'est vraiment super, ça, les logiciels qui contraignent pour aller dans le bon sens. C'est une forme de nudge. Hein. Ah bah, c'est ce que j'ai dit, c'est un nudge. Et tout le monde en trouve les vertus. Et comme dit Anne, qui aime bien ce mot, ça déconstruit. Hein, et puis ça soulage et ça enlève énormément de pression. Ça a un effet, ça va moins vite, on travaille moins vite, mais on travaille en ayant une vraie adhésion de groupe et tous les clients se rendent compte qu'il y a un groupe derrière eux et pas uniquement un seul individu. Ça, c'est très, très bénéfique. Le deuxième témoignage par rapport à ce que disait Anne, par rapport à ce que disait Jeanne, on peut constater toutefois quand même qu'il y a de véritables changements dans
la gouvernance et le management des entreprises, et je ne parle pas de la féminisation des conseils d'administration, je ne vais pas parler de ça du tout. Je vais parler d'une sensibilisation sur un capitalisme responsable qui n'est pas que de façade, et qu'il existe, par exemple, on peut donner beaucoup d'exemples, des vrais fonds d'investissement qui viennent au soutien des finances de l'entreprise et qui sont sur des marqueurs qu'on appelle la RSE, mais c'est-à-dire on n'investira pas si on n'a pas fait un audit et si on n'a pas constaté qu'à l'intérieur de l'entreprise, il y a un respect de facteurs qui sont l'environnement, les droits, aujourd'hui on dit les droits humains, moi j'aime bien, voilà. Donc ça existe véritablement. Il y a un institut du capitalisme responsable qui fait énormément de travaux remarquables, Caroline de la Marnière. Et j'étais, moi, hier, à une intervention devant des directeurs financiers de l'industrie de l'armement. Bah oui, c'est comme ça. J'ai appris, parce que j'ai travaillé mon intervention, donc j'ai appris que le sujet était la force majeure dans l'industrie de l'armement et la pandémie du Covid. Donc comment chacun a géré ça. Donc j'ai appris que l'État français retire les licences d'exportation des industries de l'armement lorsqu'il n'y a pas en interne, et je dis bien en interne, et je ne parle pas du sujet qui est j'exporte des armes. Je ne parle pas de ça. Je parle qu'en interne et dans l'entreprise, les licences d'exportation sont retirées aux entreprises qui ne respectent pas toutes les clés de ce qu'on appelle aujourd'hui la RSE. On n'aurait jamais pu l'imaginer avant. Donc, moi, je constate que ça évolue sur le plan aussi de la propreté, du respect. On fait un pique-nique, on ramasse tout. Vous avez vous-même évoqué des petits sujets et des petits comportements. Donc de ce côté-là, ça progresse néanmoins. Et j'ai une confiance immense dans la jeune génération. Puisque, quelle que soit l'éducation qu'ils ont eue, je les sens et je les vois quand même extrêmement concernés par un changement de vie et un changement de relation entre les hommes et les femmes. C'était, voilà, c'était ça tire un peu vers autre chose. Merci Daniel. Est-ce que vous avez envie de... Oui, Laurent, vous avez envie de rebondir sur ce qui vient d'être dit ou pas plus? Moi, je dis juste un truc sur la jeune génération. Il faut faire attention au biais que nous avons toutes et tous, c'est de juger par rapport à notre environnement proche. Il faut regarder aussi ce qui se passe dans certains endroits. La jeune génération n'est pas forcément éduquée. Donc il faut l'avoir en tête, hein, parce que sinon, on risque de se tromper et de ne pas adresser ce problème qui peut exister dans certains endroits où l'éducation a été défaillante. Donc, j'ai toujours... je suis désolé de nuancer ce propos, mais... Si, c'est important. Ça me semble important. Ouais. Vous voulez réagir? Il y a aussi le poids de la religion aussi. Je pense que c'est un thème qui n'a pas été abordé. Vous avez parlé de l'histoire, des différentes étapes. Mais je pense aussi que la religion a joué un rôle énorme sur le rôle de la femme. Et je pense qu'aujourd'hui, avec d'autres populations, il y a aussi d'autres religions qui arrivent, qui s'imprègnent dans nos vies, dans nos comportements aussi. Voilà. Toutes les religions, hein. Et il faut l'avoir en tête, toutes les religions, sur l'écologie comme sur la place des femmes. C'était d'ailleurs, regardez ce que l'archevêque de Cracovie avait dit, il y a peu de temps, là, c'est que l'homme devait maîtriser la nature. En fait, en gros, l'écologie, c'était hors jeu, quoi. Donc, toutes les religions ont lutté contre la nature, on devait la soumettre, et la femme devait rester à sa place. C'était des territoires de conquête, c'est ça? Et en ce qui concerne l'écologie, les habitants des quartiers populaires ont moins de moyens financiers, donc moins de moyens de polluer, en fait. Enfin, il ne faut pas non plus se tromper de responsables. Et peut-être qu'effectivement, un enfant de bonne famille est plus capable de tenir un discours qui montre une forme de sensibilisation écologiste. Mais concrètement, dans les faits, dans les manières de là où on passe ses vacances, qu'est-ce qu'on achète, etc., pour le dire brutalement, enfin, c'est pas les pauvres, que ce soit en Afrique, en Inde ou dans les quartiers populaires en France, qui consomment le plus, qui polluent le plus, qui voyagent le plus, etc. Donc voilà, moi je crains ce discours-là qui se tromperait de cible, en fait. Je crois qu'il y a une question par ici. Bonsoir.
J'avais juste une petite question en coup d'angoisse. Vous nous avez dit que quand on était plus égalitaire, la mortalité entre les hommes et les femmes s'atténue, enfin la différence. Le delta, oui. Le delta. Les hommes meurent moins jeunes, mais est-ce que les femmes meurent plus vieilles parce qu'elles ont plus de responsabilités? Non, mais c'est quand même important. Non, c'est qu'en positif. Hein. C'est en fait la sursinistralité masculine. C'est une étude de l'ONU qui a montré ça. C'est-à-dire que les hommes ont beaucoup plus de conduite à risque, d'addiction, ils ont plus d'accidents du travail, etc. Et tout ça, c'est parce qu'ils se considèrent comme des breadwinners, ils doivent être dans la conquête, dans la concurrence, enfin bref. Donc quand la civilisation est plus égalitaire, ils n'ont pas besoin d'en faire autant, quoi. Ils en font toujours un peu, mais ils en font un peu moins. Et dernière petite remarque par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure sur les milieux privilégiés. Il se trouve que je gère des écoles supérieures depuis 17 ans maintenant. Il est arrivé qu'on se retrouvait avec des jeunes en perte de repères éducatifs sur la façon dont il faut se comporter en entreprise, parce que c'est des alternants, hein, en entreprise, le respect de la vie en communauté, la propreté des locaux, etc., etc. Et c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, c'était plutôt des étudiants qui venaient de milieux populaires. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il faut se rendre compte qu'il y a des parents, même des CSP+, comme on dit, qui ont décidé qu'à partir du moment où un jeune a son smartphone, a son indépendance, et puis en fait, ils ne comprennent plus rien, ils ont décidé que les enfants étaient éduqués et qu'ils allaient se renseigner sur la vie tout seuls. Alors, moi, de façon un peu Don Quichotte, j'ai décidé de les éduquer après, même s'ils sont majeurs, et notamment les éduquer à l'éco-responsabilité. Ça fait partie de nos prérogatives en tant que centre d'apprentissage. Et on utilise à fond les nudges et ça marche super bien. Une bonne nouvelle. Vous voulez nous donner un exemple ? Alors, moi, c'est pour faire je fabrique des futurs experts comptables. Et alors, je dis souvent, le problème de la comptabilité, c'est que ça fait pousser les bourrelets. Parce que ils commencent, ils travaillent, et puis ils ont tendance à se gaver, comme tous les jeunes, de fast-food, de cochonneries. Et puis, ils ont tendance à de moins en moins bouger parce qu'ils sont véhiculés. Voilà. Et on a lancé un challenge l'année dernière, Bouge tes pieds. Et au bout du bout, ceux qui faisaient le plus de pas, d'abord, il y avait un challenge entre les 3 centres, les 3 villes, donc ils aimaient bien ça. Et puis, ceux qui faisaient le plus de pas gagnaient un petit lot quelconque. Enfin, bon, bref. Et de ce challenge, certains ont pris l'habitude de venir à pied, au moins au centre de formation, et certains font entre 2 et 3 km par jour. Donc, c'est pas mal, hein. Je veux dire, c'est très bien. Et puis, cette année, on leur a offert une gourde. Alors, pas pour dire qu'ils sont gourdes, mais parce que, comme on avait de l'eau courante, filtrée, etc., plutôt que de prendre des soft drinks, on leur a dit, voilà, vous pouvez remplir la gourde parce que ça vous plaît bien, etc., etc. Donc, ils étaient tout contents. Et certains m'ont dit, est-ce que je peux mettre autre chose? Je dis oui, mais quand même, c'est quand même beaucoup moins onéreux pour toi de remplir cette fontaine. Donc, c'est en train de basculer. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir Céline. Bonsoir. Alors en fait, moi, ça fait naître des interrogations, en fait, ces interventions. Parce que du coup, j'ai écouté ce que vous disiez sur la jeune génération et la contradiction éducative, notamment avec, on leur dit, on dit qu'il faut les éduquer autrement, mais on leur numérise tout, finalement. Là, quand j'entends parler d'éducation, c'est une fois qu'ils ont leur smartphone, ils sont capables de s'éduquer. Et je trouve qu'il y a beaucoup de contradictions dans tout ce qu'on entend, tout ce qu'on dit, puisque du coup, les smartphones ou les informations sur tout ce qui va être net, etc., va venir complémentariser finalement ou enrichir les bases parentales. Donc, et du coup, je me dis, il y a quand même beaucoup de choses qui, dans ce que j'entends, qui sont en tension, je dirais ça comme ça. Et comme vous disiez que les quartiers populaires... Non, je lisais mes notes. Oui, mais ça interfère. Ah
Ah pardon, d'accord, excusez-moi. Je lisais mes notes parce que je prenais des notes en même temps, parce que je peux oublier. Et du coup, oui, les quartiers populaires, donc qui dépensaient moins dans les voyages et des choses comme ça, mais qui vont peut-être plus dépenser dans la fast fashion. Moi, je suis dans le commerce, par exemple, et du coup, et par contre, à contrario, des populations peut-être plus évoluées qui vont se renseigner sur de l'achat durable, en fait. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de contradictions dans tout ce qu'on dit, et que rien qu'à l'intérieur de ce cercle-là, où on est tous tournés un peu vers l'écologie, quand même, et ben, il y a déjà cette dualité, quoi. Voilà, c'était mon constat. C'est du multilatéralisme, hein. Il y a des tas de perceptions différentes, chacun aura ses perceptions et son expérience de vie. Donc ce que vous dites, c'est ce que vous avez vécu, on l'a peut-être vécu différemment, mais je crois qu'il ne faut pas effectivement essentialiser les gens et réduire quartier, origine, n'importe quoi. C'est pas ça, c'est l'éducation au départ. Elle peut être bonne ou elle peut être déficiente, défaillante. Et puis je vais laisser Jeanne compléter sur les questions éducatives que vous évoquez sur la digitalisation. Sur le numérique, évidemment que Internet a énormément d'avantages, etc. Mais en fait, souvent, par exemple, pour donner l'exemple du lycée où j'enseignais l'année dernière, tous les ans, le lycée fait une sorte d'opération, quelque chose que moi je considère comme une opération de com'. Les élèves du lycée vont nettoyer les déchets du parc à côté, et donc on fait venir la Provence, la Marseillaise, et puis le lycée s'engage pour l'écologie, etc. Ok. En parallèle, le lycée, comme tous les lycées d'ailleurs, là, la région a équipé tous les élèves de tous les lycées et tous les collèges de tablettes numériques. Donc, je ne parle pas des avantages en termes d'apport de connaissances du numérique. Évidemment qu'on apprend plein de trucs sur Internet. Mais si on est sérieux sur les conditions matérielles de l'écologie, en fait, c'est du greenwashing de dire on les emmène nettoyer les déchets du parc, et en même temps, maintenant, ils sont tous équipés de tablettes numériques connectées au Wi-Fi. Donc, on fait marcher de l'électricité, des centrales, et comme je le disais, Internet qui serait le troisième plus gros pollueur si c'était un État. Donc là, voilà, c'est ce type d'hypocrisie qui me semble gênante, d'autant plus quand elle est au sein de l'institution qui est censée éduquer. Si on réduit l'écologie si on fait croire aux jeunes que l'écologie, c'est ne jette pas tes mégots par terre, là aussi, en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est une manière de détourner l'attention de ce qui est réellement polluant, de ce qui est réellement prédateur en termes de ressources. Et voilà, et je donnais l'exemple du numérique parce que c'est quelque chose qui est un gros problème environnemental et qu'on a tendance à ignorer ou à minorer. Ensuite, concernant les différentes classes sociales, là aussi, il ne faut pas faire de généralisation, etc. Mais simplement, si on dépasse l'analyse des comportements individuels et qu'on pense là aussi en termes de structure, en fait, ce qu'on observe, c'est que à la fois dans ceux qui subissent les dégradations, par exemple, c'est une des raisons d'ailleurs qui a expliqué la présence, toutes les luttes pour la justice environnementale. C'est que par exemple, quand on va construire un site industriel, des usines ou un endroit où il va y avoir une décharge polluante des produits toxiques ou un champ arrosé de pesticides, on ne fait pas dans le 16e arrondissement de Paris. On fait plutôt dans des quartiers populaires. Et c'est pas propre à la France. Aux États-Unis, en Amérique du Sud, c'est les quartiers pauvres qui sont les quartiers les plus pollués. C'est là où les industries construisent des usines, des décharges, etc. Et donc, évidemment, c'est des réalités qui font pas plaisir. C'est une prise de conscience qui fait pas plaisir, en fait, de s'apercevoir que ces dégradations touchent vraiment de façon... de la même façon, les problèmes d'obésité liés à la malbouffe, etc., on voit bien qu'en fait, il y a des injustices dans la répartition des dégâts environnementaux. Et il y a aussi, c'est un principe juridique qui s'est appliqué notamment entre les pays du Nord et les pays du Sud, le principe de la responsabilité commune mais différenciée. Il me semble que ça s'appelle comme ça, pour montrer que
certes, dans le fonctionnement du capitalisme, il y a une complicité de tout le monde. C'est un immense réseau dans lequel tout le monde est embarqué. Mais que chacun est à des postes différents. Que si on est tous dans le même bateau, on n'est pas tous... c'est comme dans Titanic, il y en a qui sont dans la soute, il y en a qui sont les esclaves qui rament dans la cale, il y en a qui sont dans les belles suites, etc. Et que je conçois tout à fait que c'est désagréable, en fait, de percevoir le lien entre les inégalités, le fonctionnement du capitalisme et de l'exploitation qu'il suppose, et la crise environnementale. Mais il me semble qu'en fait, tant qu'on essaye d'esquiver cette prise de conscience en se disant que c'est les pauvres qui polluent ou qui consomment de la fast fashion, ou bien, dans les années 80, une analyse qui était souvent faite, c'était de dire la cause du problème environnemental, c'est la surpopulation. Et la surpopulation, le problème, c'est que les femmes du tiers-monde, elles se reproduisent trop. Réponse, politique de stérilisation forcée des femmes en Inde et en Afrique. Donc, là, il me semble que c'est une manière d'analyser les choses, mais que ce n'est pas la manière la plus juste de le faire. Et qu'on peut aussi considérer que si on a un souci de justice sociale, on n'analyse pas les choses en essayant de rejeter la responsabilité le plus loin possible de soi, mais qu'au contraire, on voit non pas comment on stérilise les femmes ailleurs pour que la population baisse, mais comment nous, on baisse notre niveau de consommation pour que les ressources soient partageables de façon plus équitable entre toutes les classes sociales, entre tous les pays du monde. Mais ça suppose effectivement de vouloir mettre la justice sociale et internationale au cœur du projet écologiste. Et on n'est pas forcé, on peut vouloir une écologie, même une dictature verte, ou je ne sais quoi. Enfin, il y a plein de modèles écologiques possibles, mais il me semble qu'il y a vraiment un choix à faire et qui suppose des prises de conscience de la part de tout le monde. Une question, tout à l'heure, vous parliez de nouveaux systèmes de démocratie. Jeanne est en train d'y répondre en parlant de victimisation et de responsabilisation. Enfin, c'est ça aussi qui me venait, de lutte des classes, etc. Est-ce que ce serait utopique d'imaginer, et peut-être le spécialiste en neurosciences pourrait aussi nous éclairer sur deux choses qui sont liées. Est-ce que si demain on imaginait une société, une vraie démocratie participative, totalement déconnectée de celle qu'on connaît aujourd'hui et des essais qu'on balaie d'un revers de la main, est-ce que quand on responsabilise des personnes tirées au sort vers l'intérêt général, des choses se mettent en place qui tendraient vers l'idéal dont on parle ce soir? Sans doute avec un accompagnement. Je n'ai certainement pas la réponse, parce qu'il faut l'expérimenter pour savoir, mais il faut un accompagnement. Pour des essais comme ceux que vous évoquez, de démocratie participative, accompagner une convention citoyenne, il faut qu'elle soit bien faite, et il faut que les gens soient, comme vous le disiez, tirés au sort, et pas simplement que ce soit des volontaires. Parce que sinon, vous avez un biais qui est introduit dès le départ. Alors que si les gens sont tirés au sort comme un peu des jurys d'assises, eh bien là, effectivement, avec un accompagnement, ça pourrait marcher. Ça pourrait être une façon d'avoir une sorte de conseil d'orientation dont les décisions seraient appliquées, respectées. C'est ça le plus important. Donc, pourquoi pas? C'est une façon de faire. Mais déjà essayer de changer la façon dont on sélectionne les gens qui sont en posture d'être élus, en position d'être élus, ça pour moi ce serait déjà pas mal. C'est pas repenser tout le système, mais c'est déjà vraiment agir de façon très efficace en se disant il faut qu'on identifie des individus qui ont le souci du bien commun. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on met en place des modèles, des questionnaires, des inventaires de personnalité qui permettent d'identifier les gens qui ne sont pas orientés vers leur propre intérêt et qui sont participatifs, qui s'intéressent au bien commun, qui ne sont pas court-termistes. Donc, on essaie de contribuer. Mais juste pour rebondir là-dessus, pour moi, le tirage au sort, c'est vraiment la question. Est-ce que quand on responsabilise des gens qui ne sont pas forcément volontaires, mais qu'on leur donne des responsabilités, est-ce qu'ils ne se mettent pas au service du bien commun beaucoup plus facilement? Une bonne proportion, oui, mais ce ne sera jamais du 100%. Vous aurez toujours des gens qui sont câblés, et c'est
normal, c'est naturel qu'ils seront câblés très individualistes et qui, le bien commun, ils s'en fichent. Hein. C'est comme ça, ça fait partie de la diversité de l'humanité. Donc une majorité de gens, oui, une minorité, non. Sauf si on commence tôt. Ah, bien sûr, si on travaille très tôt, mais il y a toujours du déchet dans l'éducation. On va les tirer au sort au berceau. Et puis, pour rebondir sur la Convention citoyenne pour le climat évoquée, là, on a vu typiquement que effectivement, c'était une forme complètement nouvelle de faire appel, là, effectivement, des gens tirés au sort pour bosser sur des questions liées au climat, et que, en fait, la façon dont ensuite le travail parlementaire a complètement sapé toutes les propositions qui ont pu être faites pour un travail qui a été un travail de fond pendant 1 an, de personnes effectivement qui se sont plongées dans des dossiers complexes, qui ont réussi à aboutir à des mesures, à des propositions bien formalisées, et que finalement rien n'a été retenu. Donc c'est vrai que là aussi on voit que même quand l'État a l'air de vouloir innover, créer des nouvelles formes de démocratie, si le résultat met trop en danger l'ordre établi, finalement, il y a une sape de cette possibilité de changement qui se produit. C'était un sludge, alors. Oui. Si tu me permets, il y a aussi une chose, c'est l'acceptabilité par le reste de la population qui n'a pas été imprégnée des réflexions qui ont été menées. Parce que c'est faire maturer des réflexions, une convention citoyenne. Hein, c'est un système qui a été mis en place en Suède dans les années 70, mais il faut faire émerger la réflexion. Donc il faut vraiment comprendre les tenants, aboutissants et tout ça. Et ce processus de maturation, les citoyens que nous sommes, on n'y a pas participé. Donc on a un décalage. Donc on ne va pas accepter ce que les autres nous pondent en termes de réduction des déplacements, etc., qui vont là nous impacter directement. Donc la puissance publique, à mon avis, elle n'était pas en capacité d'imposer un certain nombre de choses. Il y a aussi cet aspect-là. En même temps, ces derniers temps, enfin moi justement, quelque chose qui m'a beaucoup intéressée au moment du premier confinement, c'est que jusque-là, j'avais l'impression que le pouvoir n'était plus au niveau politique, et que c'était surtout la sphère économique, les multinationales ou les lobbies qui finalement avaient le pouvoir. Et là, on s'est aperçu quand même que le politique a du pouvoir, et a le pouvoir d'imposer des mesures qui ne me semblent pas particulièrement plus acceptables ou acceptées par la majorité de la population, mais qu'en fait, quand il y a une volonté politique clair et que le système coercitif est mis au service de cette volonté-là, en fait, voilà, on voit quand même depuis 1 an et demi qu'il y a des choses qui peuvent être imposées qui sont... Il y avait quand même une adhésion de la population, une peur et des circonstances exceptionnelles. Hein. Il y avait des phénomènes exceptionnels. On était dans des circonstances exceptionnelles qui ont fait que le politique a pu reprendre un peu de pouvoir. Mais c'était quand même des circonstances exceptionnelles. Pas pour quelque chose qui est un peu plus lointain, comme le dérèglement climatique, c'est pas demain. Là, le striatum, il va bloquer. Hein. Ça tombe bien parce que plus on avance et plus c'est pour demain. Donc. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on repasse la parole? Merci d'avoir joué le jeu. Très intéressant. Laurence, je crois que c'est à toi. Merci d'avoir été avec nous, c'est promis. Merci à vous aussi. Bon, c'est l'heure à laquelle vous vous dites je me boirais bien un coup, je mangerais bien un truc. Ben non, c'est pas tout de suite. Il faut d'abord que je vous explique la suite. Et la suite, on a envie de la composer avec vous. Le mot collectif, on ne l'a pas posé par hasard. Il n'est pas tombé du ciel. Il est là parce que la suite nous appartient et que nous espérons que vous allez nous rejoindre en tant qu'adhérents. Alors, Think and Do Tank, tu as vu hein? Ouais, top. J'ai réussi à le dire parce que je ne vous cache pas que quand j'ai su que c'était à moi qu'il allait revenir de le dire, je me suis un peu inquiétée. Donc pour la partie, déjà vous avez vécu ce que l'on pourrait nommer l'événement annuel du collectif 224. Et donc je vous annonce d'ores et déjà qu'en juin 2022, le 2e événement du collectif 224 sera sur le thème des violences faites aux femmes. Voilà. Un thème qui nous tient à cœur. Bon, en l'occurrence, moi particulièrement d'ailleurs. Et donc je pense que je ne resterai pas toute la soirée là. Voilà. Je pense que je prendrai la parole plus tôt la prochaine fois.
tout cas, je l'espère. Quoi d'autre? Ce que l'on a à vous proposer, c'est de nous rejoindre peut-être dès janvier pour avoir un temps de réflexion autour de thématiques que vous aimeriez et que nous aimerions ensemble travailler dans des commissions. On n'a rien arrêté. J'ai pas de produit fini à vous vendre puisqu'on pose les bases ce soir et on vous invite à construire avec nous. Donc, dès janvier, une séance de brainstorming, on définit des thématiques et on voit qui et comment on travaille ces thématiques ensemble. C'est la partie think, en fait, du collectif pour nous faire progresser dans nos réflexions, peut-être aussi dans nos comportements d'ailleurs, et puis voilà, engranger du matériau, de la réflexion et du partage entre nous. Et puis sur la partie do Tank, on va vous proposer des événements. On va vous proposer sans doute en avril un temps aussi de co-construction ou de résolution de situations ensemble. Certains d'entre vous connaissent la méthode CoDev, la méthode du co-développement. Donc, ce sont des choses qu'on a pu expérimenter et qu'on aura plaisir à vous partager. Et puis, des femmes aussi changent le monde. Alors, on va les pousser, ces femmes, et on va vous transmettre à peu près une fois toutes les 6 semaines, si je ne dis pas de bêtises, une vidéo courte, une vidéo de 2 minutes, pour mettre en avant le portrait d'une femme qui change le monde. Et elle nous expliquera non seulement en quoi ses actions changent le monde, mais aussi de quoi elle a besoin. Je vous rappelle que ce collectif s'appelle le collectif 224 et qu'il y a vraiment le mot collectif n'est pas tombé du ciel. Et que du coup, il nous appartiendra de voir comment nous pouvons nous mobiliser. On a tous du réseau, toutes et tous du réseau, comment nous pouvons nous mobiliser, puis on a toutes et tous des compétences pour pouvoir peut-être faire progresser leur action et du coup contribuer au changement du monde, puisque cette ambition, pour ceux qui nous connaissent, n'a jamais changé. Nous portons l'ambition de faire changer le monde. Voilà. Donc vraiment, j'espère que vous allez nous rejoindre et pour ça, je vais laisser Marie-Pierre vous expliquer comment... Non ? Tu veux que je le fasse? Gilles, je le fais? Oui, d'accord, ok. Bon, je suis partie. Allez, hop. Eh bien, rendez-vous sur le site internet. C'est pas de la sélection pour la sélection. On n'a pas préparé de bulletin d'adhésion que vous pouvez remplir ce soir et nous laisser un chèque. L'idée, c'est que vraiment, ce soit une communauté de valeurs et que du coup, les gens qui viennent avec un acte très volontaire d'engagement avec nous, mais entre nous toutes et tous. Du coup, on vous invite à remplir un formulaire sur le site internet et il y aura une cooptation. D'abord, vous devez arriver recommandé et puis eh bien, nous déciderons de qui peut nous rejoindre et plus on sera nombreux et plus ce sera sans doute à la fois facile parce que qui se ressemblent s'assemblent et en même temps, c'est pas, encore une fois, l'idée c'est pas de mettre en place un processus de sélection, mais c'est de veiller. Nous allons être gardiennes du temple sur le fait que autour de nous se rassemblent des personnes qui partagent notre ambition et nos valeurs. Voilà. Marie-Pierre, je te passe la parole cette fois-ci. Merci Laurence. Je vais demander à Ségolène, Pascal, Julia de nous rejoindre sur le plateau parce que je pense que voilà, pour encadrer, pour entourer nos intervenants. Merci à vous deux vraiment pour la qualité de ce débat, de ces échanges. On a beaucoup appris. Vraiment encore merci. Merci à nos partenaires qui étaient présents. Et puis aussi merci, un petit merci sympa quand même à nos maris, à nos époux, à nos compagnons, à nos amis masculins qui sont là et qui font finalement peut-être un grégaire un peu sympa. Hein, on est d'accord. Voilà. Alors plus ils sont nombreux, monsieur sera, parce que effectivement, plus ça crée de la dynamique. Voilà. En tout cas, merci d'être venus. Passons une bonne soirée. Continuons là. On va mettre en place derrière un buffet. Boire, manger, discuter, échanger, c'est aussi le collectif 224. Faire du réseau, pourquoi pas, c'est ça aussi. En tout cas, merci beaucoup.